Le marin caressa doucement sa safina. Il s'allongea sur un hamac et regarda à travers l'arc du Carne. Son navire grinçait dans l'eau du port. Le mouvement de flux faisait craquer le gouvernail, mais cela ne gênait nullement Sinbad. L'enchanteur avait vu juste. La seule et véritable guérison du prince est l'amour de sa femme, Adila, mémorisa-t-il. Le héros se leva et, se dirigeant vers une jarre, y puisa de l'eau. Il but longuement, referma la jarre, s'aspergea le visage, et après avoir serré son turban, il referma la porte de la cabine et marcha sur le pont. Sinbad regardait des oiseaux de mer, des mouettes et des goélands se disputaient le poisson et hurlaient leur joie de vivre. Il faisait chaud au milieu d'après-midi. Sinbad, voyant l'eau du port propre, retira sa chemise et, enlevant ses bottines, il plongea dans l'eau du port. Celle-ci était froide mais supportable. Le marin nagea vigoureusement et, soufflant de l'air, il plongea au fond et atteint le sable. Des coquilles immenses blanches étaient sur le sable. Sinbad en ramassa 2 qu'il mit dans sa ceinture. Soufflant l'air, il remonta à la surface. Le port était pratiquement vide. Quelques felouques de pêcheurs, l'eau limpide, le retint pour faire la planche. Il se laissa dériver sur l'eau un certain temps. Sinbad ferma les yeux doucement. Une mouette passa dans le ciel au-dessus de lui. Affamé, Sinbad se sécha sur la jetée. Il saisit une petite bourse de sa poche et acheta du poisson fumé qu'il mangea avec du pain de seigle. Un guirche et une pièce trouée suffirent à le désaltérer. Le jus de fruits. À le désaltérer de jus de fruits, du jus de grenade et d'orange amère. Un marchand d'huile passa à proximité. Sinbad le regarda fixement. Il était très vieux, son cou plein de rides et son dos arqué sous le poids d'un balancier. « De l'huile, braves gens, de l'huile pour votre santé, votre cuisine et vos lampes, qu'Allah vous donne sa bénédiction, dit le vieux marchand. »« Oh là, marchand d'huile, approche, dit Sinbad. Le vieil homme rejoigna le marin. « C'est de la plus pure, de la plus légère. Un demi-maravédi suffit, dit Sinbad. » Le vieil homme lui tendit une outre de petite taille en peau de chèvre qu'il emplit et referma à l'aide d'une ficelle. Sinbad s'en saisit et, payant le marchand, il rejoignit le navire. « Je fumerais bien un narguilé, se dit-il. Il appela au dehors après avoir posé l'outre à huile en un lieu protégé de son antichambre. « Béniantar, Béniantar !» Béniantar apparut coiffé d'une taguia. « Capitaine, j'étais dans la cale vérifiant l'étanchéité du navire, me voilà, dit l'Africain. Prépare-moi un narguilé, cela fait longtemps que je n'ai goûté à la saveur de fruits séchés, dit Sinbad. Le matelot se mit au service. Il prépara le feu, une odeur aromatique enveloppa la cabine de notre héros. Couché sur le sol, en bois, un tissu étalé comme petit tapis, Sinbad fumait le narguilé en de gros bouillonnements d'air qui vibraient à l'intérieur de la partie en verre pleine d'eau de rose. Sinbad se délectait de l'odeur aromatique qui emplissait sa gorge. Les bananes séchées étaient fort agréables à fumer. Sinbad se reposait, son navire craquait doucement sous la tendre force de la mer qui le berçait. Au coucher du soleil, Sinbad fut rejoint par son équipage. Les marins arabes parlaient et riaient de temps à autre. La lune, telle une immense pièce de monnaie argentée, ronde éclaira le ciel bleuâtre. Sinbad rejoignit ses marins sur le pont et ils se rassemblèrent autour de lui. « Sommes-nous bien équipés, les amis ?» demanda celui-ci. « Oui, capitaine, nous avons tout vérifié pour reprendre la mer. Les provisions pour manger et pêcher peuvent nous laisser naviguer pendant 7 mois, expliqua Abdullah. Et les canons, dit l'aventurier au turban. Ils sont en parfait état, dit Beni Hicham. Les cordages, reprit le chef. Excellent, dit Kébir. Le bois de notre navire s'effrite-t-il quelque part? Non, capitaine, le bois n'est pas corrompu, dit Ali. Le gouvernail, il est graissé, son mécanisme est souple, dit un marin. Vos armes, nous les avons chargées. Arcs, lances, épées, sabres et mousquets. Tout est neuf, dit Hamza. Avez-vous des instruments de musique demanda Sinbad en souriant.
Oui, nous les avons achetés à Basra. Ils sont quelque part dans la soute à marchandises. Saleh saisit un pistolet à poudre, le chargea sans y mettre de plomb, et se dirigea vers la poupe du bateau et le leva vers le ciel en direction du large. Il attendit lors du capitaine Sinbad, se leva, jeta un regard autour de lui. Il ne manque personne, allons-y. Il abaissa son bras. Le coup de feu se fit entendre. Le canon du pistolet dirigé vers la mer laissa échapper un mince filet de fumée blanche. Le Seif el-Bihar quitta le port, les voiles gonflées. Après un mois de navigation, une main frappa à la porte de la cabine du capitaine. « Capitaine Sinbad, un îlot est en vue, dit un marin. « Bien, j'arrive, dit l'aventurier de Bagdad. » Prenant une lunette, Sinbad s'habilla chaudement, ouvrit la porte et se dirigea vers le pont. Situé plus bas, il emprunta une petite échelle en bois pour y aboutir rapidement. Arrivé sur le lieu, Kadour lui indiqua la position de l'îlot à bâbord. Sinbad y jeta un bref coup d'œil et, ajustant la lunette, il s'aperçut que l'îlot était couvert de végétation et de nids de mouettes. « Il est petit, mais rien ne l'indique sur la carte, dit Sinbad. « Mettez le cap dessus, allons le voir de plus près, ordonna Sinbad. Après une demi-heure, les marins étonnés ne perçurent aucun fond de sable. La profondeur était importante, si importante, qu'il n'y avait aucun moyen de jeter l'ancre. « Nous sommes en très haute mer, capitaine, pas moyen de jeter l'ancre, dit un matelot. C'est vraiment mystérieux, si proche de cet îlot et pas de fond. Ce n'est pas normal, reprit Abdullah. Allons voir ce phénomène de plus près. Mettez des chaloupes à la mer, dit Sinbad, d'un ton inquiet. L'équipage se divisa en deux. La moitié, une quinzaine de matelots, embarquèrent sur 3 chaloupes pour visiter l'îlot. Sinbad se tint debout à l'avant de la chaloupe. Il continua à contempler l'étrange îlot, couvert de végétation sur les bords, des algues l'entouraient sans le moindre rocher, la moindre berge sablonneuse. Arrivant à proximité, Sinbad mit pied sur le rivage. Il remarqua la présence d'amoncellements de sable plus haut, des arbustes qu'il n'avait jamais vus auparavant. Ces marins marchèrent pendant quelques minutes. Regardant autour, l'îlot n'était pas très grand, et ils s'assirent en cercle autour de son centre. Cet îlot est bien étrange. Il n'est pas signalé sur les cartes. Il aurait peut-être surgit brièvement, mais ce qui m'étonne, c'est qu'il n'y a pas de berge sablonneuse, pas de rocher. Capitaine, les oiseaux de mer s'envolent. Ils forment un cercle dans le ciel, dit Saleh. La nuit va bientôt tomber. Il fait si froid tout à coup, dit un marin au turban. Ramenez les nids, allumons un feu pour nous réchauffer et boire des boissons chaudes. Nous quitterons cette place peu après, dit Sinbad. Oui, ramenez des bouts de paille et des débris de nid, dit un matelot. Nos amis allumèrent un feu qui prit rapidement dans les nids secs. Une brise se leva. Quelle odeur répugnante, dit Sinbad en faisant la grimace. Un hoquet de mer, dit Omar en riant. Tout à coup, le sol tressaillit doucement. Vous avez senti, capitaine, dit Abdelkader, l'homme de bar. Ne paniquez pas, quittons ces lieux doucement. Vite aux chaloupes. C'est un volcan, peut-être qui va se réveiller. À la hâte, les marins, forçant l'allure de marche, se dirigèrent vers la chaloupe. Un volcan sans fumée, cela est incroyable, dit un marin aux yeux exorbités. En se retournant, Ahmed fut saisi d'effroi. L'arrière de l'île se relevait. « Oh, capitaine, c'est incroyable, regardez, fuyons !» cria le cuistot du navire. Les marins n'eurent que le temps de se boucher les oreilles, tant les cris étaient devenus forts. « C'est un cétus, une baleine géante endormie. Nous l'avons réveillée. Allez vite, montez dans les chaloupes, dit Sinbad. » Le feu, prenant de plus en plus vite, réveilla le cétus endormi. Les marins n'avaient plus le moyen de courir, ils perdaient l'équilibre. Le monstre marin, un cachalot géant, bougeait de toutes parts. Les marins se jetèrent dans les embarcations, certains d'entre eux nageaient. Le géant des mers lança un étrange chant. « Il va sonder, capitaine, et nous entraîner, hurla Ali. Le cétacé géant souleva son immense nageoire caudale, l'abattit sous la douleur du feu. Des vagues énormes se formèrent sous le choc. Les marins souquaient ferme. Par Allah, Souquet, il faut s'éloigner au plus vite du monstre, ordonna Sinbad. Dans la mer devenue déchaînée, un jet se fit entendre, aspergé par une pluie salée et gluante. Sinbad et ses amis se lavèrent à l'eau de mer. La baleine géante disparut en créant de très grands remous. Un tourbillon ainsi formé entraîna une chaloupe. « Capitaine, sauvez-nous » crièrent des marins affolés. Sinbad, sans perdre son sang-froid, fit demi-tour et lança des cordes. « Agrippez-vous, attachez-vous à la corde
Nous vous traînons vers le navire, cria celui-ci. Le cétacé géant atteint par le feu qu'alluma Sinbad dormait depuis très longtemps, à l'abri du temps. Cette partie de l'océan était peut-être le fameux triangle du diable où disparaissaient les créatures et les navires sans explication. Quelquefois, le mystérieux triangle proche de la mer des Sargasses rejetait un être perdu dans le passé. Les marins donnaient de grands coups de rame, et les frêles esquifs, ballottés par les remous et les vagues créées, eurent tôt fait de rejoindre le Saif el-Bihar. Grimpez à bord et mettez les voiles, en avant toutes. Hommes de barre, le Cétus va bientôt remonter à la surface. Armez le canon, nous vendrons chèrement notre peau, cria Sinbad à l'équipage désorienté. L'aventurier grimpa à la vigie et scruta les alentours. Tout semblait calme. Le navire s'éloignait des lieux. Pourtant, à quelques centaines de mètres, une forme sombre émergea. Un souffle puissant se fit entendre. « Le voilà, changez votre route et vent arrière » hurla Sinbad. Le gouvernail vira avec une telle ardeur que le navire se pencha puissamment. Les marins s'agrippaient sans perdre espoir. Le cachalot de très grande taille nageait maintenant et s'approchait du vaisseau. Sinbad ordonna « Orientez la pointe de vos canons vers lui ». Sa tête colossale, pareille à une montagne de chair, ouvrit sa gueule et s'apprêta à briser la proue du navire. « Le monstre marin, il veut nous avaler » cria Abdullah. Mais, délaissant cet objet flottant, le géant des mers plongea de toute sa corpulence vers le fond. Le remous de queue et ses nageoires fit vibrer le navire sans le couler. Les marins retinrent leur souffle. Le cétacé à l'étile de sa queue brisait leur navire. Sinbad ferma les yeux. L'équipage immobile attendait la sentence. Personne ne bougea plus. Un chant de désolation puissant venait du fond de la mer. Le Cétus avait sondé. Après s'être rempli de réserves d'air, un immense remous blanc forma de l'écume qui dégagea une quantité de bulles à la surface de l'eau. Aspergés de toutes parts d'embrun parfumé, les marins reprirent confiance. Il a sondé pour longtemps cette fois, capitaine, dit Saleh. Très loin, un jet d'une hauteur inimaginable déchira l'horizon. Le monstre des mers s'éloignait, délaissant ceux qui l'avaient réveillé. « Il quitte, capitaine !»« Hurrah !» firent les marins, débordant de joie et du bonheur d'être en vie. Sinbad prit un instant. Le Cétus laissa derrière lui une traînée grisâtre. « Regardez, capitaine !» hurla un marin fou de joie. « Là, à tribord, l'air s'emplit d'une odeur parfumée agréable caractéristique. De l'ambre gris !» cria celui-ci en plongeant par-dessus bord. « Nous sommes riches, très riches, capitaine !» crièrent les marins arabes en dansant sur le pont. L'océan se calma. Les marins ramenèrent une quantité importante d'ambre dont ils remplirent la cale du navire. Après avoir pêché, ils voguèrent pendant plusieurs mois dans la quiétude vers l'Orient, pêchant le thon qui était en abondance dans les eaux, si éloignées de leur patrie. « J'en ai un gros thon, capitaine Sinbad, dit un marin, se démenant à l'arrière du vaisseau. Plusieurs marins se ruèrent vers le pêcheur et saisirent la ficelle, et les paumes de main saignantes firent des nœuds sur des anneaux fixés au navire. « Laissez-le à présent, il est bien accroché. Le navire le fatiguera à la longue, dit Sinbad. » Bien plus tard, le thon, épuisé, se laissa ramener à bord. 10 marins le soulevèrent et le posèrent à bord. L'équipage eut à manger pour plusieurs jours. Sinbad dégusta une tranche de thon séchée au soleil et assaisonnée de condiments culinaires. 1 mois passa. Sinbad fut averti par l'homme de barre. « Cantar est en vue, capitaine Sinbad. » Sinbad le marin saisit le gouvernail et d'un geste lent regarda la boussole. Il maintena le cap vers la ville illuminée. Le soir tombait. Sinbad le marin ordonna à ses marins de chanter pour briser la monotonie de l'impatience de l'arrivée. Un phare fait d'un feu banal guida le navire vers le pont. Les marins, fous de joie, jetèrent l'ancre et placèrent des passerelles sur le quai. Sinbad le marin, après s'être habillé, rejoignit sa demeure. Son épouse Morgiane l'attendait impatiemment. Le marin entra chez lui et se reposa. Celle-ci fut émerveillée par l'abondance d'ambre gris. Sinbad l'embrassa tendrement et s'endormit de fatigue. La nuit douce enveloppa la ville assoupie. Au matin, des gardes du calife de Cantar frappèrent à la porte de la demeure de Sinbad. « Capitaine Sinbad, ouvrez, le calife El-Haris veut vous voir » dirent ceux-ci d'une voix forte. Le marin se leva
fit sa toilette, s'aspergea de parfum et ouvrit la porte. L'aventurier revêtit un somptueux habit de l'époque et mettant son sabre sur le côté, il suivit les deux gardes. Le calife l'attendait impatiemment dans un jardin couvert de fleurs et de parfums. Des ruisseaux ornaient les lieux et beaucoup de petits oiseaux multicolores gazouillaient, voletaient partout. Mais plus grand respect au noble calife, dit Sindbad en s'inclinant devant lui. « Bienvenue, Sindbad à Cantar, j'ai appris ton arrivée hier. Aussi je t'ai appelé, dit le calife, en ordonnant un petit orchestre de jouer de la musique douce orientale sur des instruments de l'époque. Le calife Al-Haris s'assit sur un pouf confortablement. Il appela Sindbad à s'asseoir sur un tapis avec le reste de l'assemblée. « Sindbad, je t'estime beaucoup et je voudrais te demander une faveur, dit le calife. « Bien, au grand calife, si je le peux, dit Sindbad. Ma fille, la princesse Qamar el-Zaman, est anxieuse. Elle veut t'accompagner, partir à l'aventure, comme tu as l'habitude de le faire, expliqua le calife. Mais cela peut être dangereux, ô puissant calife, dit Sindbad. Mon cher ami, Qamar el-Zaman ne dort plus et me boude. Elle est devenue irritable et ne désire que voir les lieux interdits où tu navigues, dit le calife. Sindbad, l'air gêné, fut aussitôt rassuré à la vue de la princesse. Elle est moins fragile que l'on peut penser, se dit-il intérieurement. Sache, Sindbad, qu'elle est un cavalier hors pair. En plus, elle sait manier l'arc et l'épée, dit le calife en souriant. Sindbad resta un moment perplexe. Pourrait-elle résister aux sirènes, se dit celui-ci inquiet. Je ne peux vous dire non au grand calife Al-Haris, mais j'y penserai volontiers, déclara Sindbad. Retour sur l'île interdite, chapitre 7. Le calife Al-Haris, ayant proposé à Sindbad d'emmener sa fille, la princesse Qamar el-Zaman, avec lui vers l'aventure, Sindbad hésita, il dit « Ô puissant calife, je n'aime guère te contredire, mais tu le sais, prendre la mer de nouveau en direction de cette région du monde est dangereux pour la princesse. Je sais qu'elle manie le sabre et cavalier hors pair, elle fait partie de la milice armée, mais une femme à bord de notre navire apporte souvent des dangers. Je sais, Sindbad, je sais, mais je n'aime pas lui refuser ce qu'elle désire. Elle devient de mauvaise humeur, et cela m'affecte beaucoup en tant que père. » Le calife se retira, suivi de quelques conseillers puissants vizirs de Bagdad. Sindbad resta pensif, regardant au loin le somptueux jardin, au milieu de fleurs colorées. Dans son esprit, l'image de Sargassia, l'île des pirates, située à l'extrême occident des mers de toutes les cartes maritimes, il pensait sans cesse à ce fabuleux serpent, aux vives couleurs et à l'énorme taille qu'apprivoisaient ces peuplades sauvages de l'île Sargassia. Le repère des pirates et Barbe Rouge qu'il avait quitté dans ces mers occidentales sans doute pour cacher et s'approvisionner dans le butin. Azim, le Alem, son ami, vint le voir. « Sindbad, mon brave ami, je viens de trouver quelque chose d'insolite en faisant des calculs de science astronomique. Le Falak révèle l'existence d'un livre en un refuge sur l'île interdite, celle que nous avons visitée pour ramener le prince Abdul Muqtadir. Oui, je me souviens, là où nous avons rapporté la fleur magique en pénétrant les mondes souterrains et interdits au pays des hommes-fourmis. Exactement, Sindbad. J'y retournais volontiers, mais la présence de la princesse Qamar el-Zaman me laisse perplexe. Le calife veut que nous l'emmenions avec nous, mais cela est difficile, dit Sindbad le marin. Les méfaits de Zorbia la magicienne, lâcha le sage Azim. Non, Éminence, ce n'est pas Zorbia qui me fait barrière, expliqua Sindbad. Dans la marine, une femme à bord d'un navire n'inspire pas bon présage. Si je puis t'expliquer ainsi, l'équipage constitué d'hommes doit quelquefois jeûner pour se reposer, économiser les substances et les provisions, dit Sindbad. Un homme du palais du calife cria « Capitaine Sindbad !» Le marin répondit « Qui est-ce » Il ajusta son turban, se para de son épée. Deux gardes ouvrirent une porte. Un homme habillé en bleu entra. Il portait un costume de ces régions arides et sèches. C'était visiblement un Targhi. Il salua Sindbad, le marin, et lui dit « Ô grand capitaine, ta renommée a atteint les rivages les plus lointains. Et moi, Hamid, armurier de profession, te propose des canons légers pour armer ton navire. Ils sont faits du métal le plus léger et très fiable. » L'homme bleu avança une caisse et un canon de la hauteur d'une chaise, roula devant nos amis. Sindbad s'approcha. Il contempla l'arme, toucha la qualité de la fente et s'aperçut qu'effectivement le canon était plus léger et donc plus fiable. Il a une très grande portée, dit l'armurier en réglant l'arme.
Vu son poids, tu peux placer le double de la quantité de bouches que tu possèdes sur le navire, dit Hamid l'armurier, en ouvrant l'emplacement de la mise à feu. Merci, Hamid. Vois donc avec mon maître d'équipage, le vieux Abdullah que tu vois arriver là-bas. C'est un connaisseur hors pair en canons et pièces d'artillerie, dit Sinbad. Peu après, Sinbad et Azim quittèrent le palais du calife al-Haris. Les deux hommes déambulèrent dans les souks de la ville. Azim croisa des érudits. Il échangea avec eux des propos risibles. Sinbad acheta des fruits qu'il mangea sur le pouce. Il but du thé, assis dans une petite pièce ombragée, dans un coin retiré de la ville. Sinbad, après quelques heures de détente, paya quelques guirches et quitta les lieux. Il remercia le marchand d'un geste de la tête, puis retrouva Azim, le vieux érudit, là où il l'avait quitté. « Te revoilà donc, Sinbad. Je viens de parler avec le moufti de la ville de Basra. Il m'a donné ce livre de dhikr pour éloigner les forces maléfiques et protéger la princesse Qamar al-Zaman. Notre calife veut à tout prix qu'elle soit du voyage, dit Azim. Lors de notre dernier voyage, ta fille Adila était présente au sage Azim. Cela ne me gênerait nullement de la voir en sa compagnie. Maintenant qu'elle est l'épouse du prince Abdul Muqtadir, fils du calife, dit Sinbad. Adila doit rester auprès de son mari, le prince Abdul Muqtadir. Il y a visiblement pas longtemps qu'il est guéri. Les séparer pourrait replonger le prince dans sa maladie, dit Azim en marchant. Sûr, Azim, mais la princesse Qamar al-Zaman va s'ennuyer pendant le voyage. Imagine donc une femme seule, à moins que je demande à mon épouse de la compagnie, dit Sinbad le marin. Très juste, Sinbad, dit le vieux érudit en caressant sa barbe blanche. Les deux hommes se quittèrent. Sinbad retrouva son épouse en rejoignant sa demeure, une belle propriété richement décorée. « Salut à toi, chère épouse. J'ai des nouvelles, dit Sinbad. « Lesquelles » dit Morgiane, l'épouse de Sinbad. « Le calife m'a demandé d'emmener sa fille, la princesse, avec moi vers l'île du Phénix, et tu serais pour elle une dame de compagnie idéale. Vu que la fille du sage Azim et épouse du prince ne peut venir avec nous, elle doit rester auprès de lui. » Accompagner la princesse Qamar al-Zaman? Oui, volontiers, dit Morgiane. Elle insista. Mais je ne quitterai point le navire. Sinbad le marin et son épouse déjeunèrent assis, devant une table bien garnie, des mets assaisonnés et aux épices les plus variées. Sinbad s'assoupit après le repas sur un matelas fort confortable en fumant quelques bouffées de narguilé aux aromates de fruits d'Afrique. Dans la pièce sombre, richement décorée, un petit vent frais soufflait par les lucarnes. Ce lieu ombragé, on y respirait une quiétude et une douceur de vivre sans pareil. Dans le port de Basra, loin de là, le navire de Sinbad, bercé par la houle, tanguait tranquillement, et la prière du Asr s'élevait dans les hauteurs célestes de la ville. Les mosquées vibraient. Il n'y a de Dieu qu'Allah, et Mahomet, prophète d'Allah. Peu après la prière, Sinbad dépêcha un groupe de marins pour remettre son navire en état de voyager. Tous étaient présents. Abdullah, Beni Antar l'Africain, Ali, Beni Hisham. Son équipage se composait d'une vingtaine, mais une trentaine d'hommes lavaient et réparaient la safina en changeant ses voiles. Sinbad, debout à l'avant du navire, donnait des ordres pour changer les canons. Le même nombre de canons suffit, nous gagnerons sur le poids de l'embarcation. Abdullah, as-tu testé la puissance de feu demanda Sinbad. Oui, capitaine, les canons du Targhi m'ont impressionné, ils sont légers mais efficaces, dit le chef canonnier de Seyf el-Bihar. Après avoir vérifié les cordages, les provisions furent stockées. Nous en aurons pour 5 mois. Inch'Allah, se dit Sinbad. 2 jours s'écoulèrent. Sinbad convoqua ses hommes dans un café mort du port. Ses compagnons l'écoutaient attentivement sous le reflet des chandelles allumées. Mes amis, ce soir, je vous fais part de l'itinéraire de notre voyage. Nous allons naviguer vers l'île interdite, l'île du Phénix, d'où nous avons ramené le prince Abdul Muqtadir. L'équipage lança un grondement d'exclamations. « Pourquoi, noble capitaine, aller dans cette région du monde » demanda un marin. « Cela est trop dangereux, dit un autre. Sinbad resta pensif. Ses marins ne voulaient plus retourner dans ces lieux hasardeux. Les dernières aventures fort périlleuses n'inspiraient aucune confiance en ces parages. Mes braves amis, mes braves compagnons, Zorbia est emprisonnée et la princesse Qamar al-Zaman veut venir avec nous. Votre princesse bien-aimée sera du voyage sur ordre de notre brave calife, dit Sinbad. Un brouhaha s'éleva dans la terrasse. Une femme à bord de nouveau, dit un marin. Mais c'est contraire aux lois de la flibuste, dit un autre.
Cela est dangereux, capitaine, dit Abdelkader, l'homme de bar. Mon épouse Amorgiane doit venir aussi pour accompagner la princesse, reprit le capitaine Sinbad. Elle est corsaire, demanda un vieux matelot à la tanière. Nous devons nous armer davantage, dit un marin barbu à l'aspect du boucanier. Prenez les armes que vous voulez, entraînez-vous comme vous le pouvez, mais je ne peux refuser l'ordre du calife, et sachez que le but du voyage sera de rapporter un livre d'une valeur inestimable en sciences et connaissances théologiques. Un recueil de ilm secret quelque part sur cette terre interdite. Azim, mon brave ami, sera du voyage, expliqua Sinbad. Abdullah, le maître canonnier, prit la parole. Capitaine, si tu me le permets, vu le poids du navire allégé, je demande à ce que nous embarquons avec nous des arquebuses et quelques petits canons fixes et pivotant à l'avant et l'arrière du navire. Cela serait extrêmement utile en cas d'attaque. Au large de Salé, les pirates ne ménagent personne. Salé est à 9 mois de navigation, Abdullah. Que me dis-tu là, dit Sinbad. Je sais, les pirates de Salé sillonnent les mers partout et attaquent les galions et les caravelles. Il n'est nul navire ou esquif qui ne soit attaqué et coulé, reprit Abdullah. Bien, emporte les pièces que tu juges bon. À présent, je vous quitte. Demain, nous devons appareiller avant le lever du soleil, dit Sinbad, en quittant le comptoir. Et le jour du voyage arriva. Les marins chantaient en s'affairant sur le navire. La princesse Kamar Zemen apparut en habit sobre et voilé, qui ne laissait dévoiler son visage. Sa dame de compagnie, la femme de Sinbad, était à ses côtés. Sinbad la salua humblement. Elle monta sur le navire et se dirigea vers la cabine arrière réservée pour elle. Un cortège de soldats dévala la rue du port. C'était le calife venant saluer sa fille. Les cavaliers étaient cuirassés et casqués. Le calife Al-Haris, l'excellent cavalier, mit pied à terre, caressant son pur sang, un magnifique étalon blanc. Il fut salué par les vivats de la foule aux alentours. Le puissant calife Al-Haris était aimé. Toute la foule savait qu'il était très noble, très brave, et dans tout l'Empire, ses exploits étaient liés à son caractère de justice et de compréhension des déshérités de son peuple. Des archers se postèrent en donnant le dos et formant une figure ovale autour du monarque. Sinbad descendit du navire, et avec respect, il salua le calife, accompagné de ses vizirs et du très éminent Azim. Sinbad s'inclina et fit mouvement de la main du cœur vers le front. Grand Sinbad, marin rusé et ingénieux, aventurier hors pair, tu fais partie de la renommée de mon empire, dit le calife. Sinbad fut enchanté, mais il savait le calife ne le flattait point. Je te confie ma fille, la princesse Kamar Zemen, Sinbad. Elle veut aller sur l'île, et je crois qu'elle veut goûter au danger. J'ai essayé de la raisonner, mais elle ne veut point m'entendre, elle veut braver les dangers. Alors soit, dit le calife. Il fit un signe à sa cour de le laisser seul avec Sinbad. Le calife monta à bord du voilier. Il voulut parler à Sinbad en tête à tête. Kamar Zemen est têtue, elle se bat comme un soldat, manie le sabre, l'épée, se démène à cheval comme un mongol, et pourtant j'ai peur, son courage et sa ténacité, sa fougue, elle est trop hardie, Sinbad. Si tu vois qu'elle a trop le mal de mer et qu'elle souffre, rebrousse chemin, et ramène-la, dit le calife en clignant de l'œil. Ô grand calife, votre noble fille sera en sécurité à bord, mais il y a des choses que je ne peux vous expliquer. L'océan où nous naviguons renferme d'horribles surprises. Je ne peux vous certifier la sécurité absolue. Des monstres marins terrifiants nous font obstacle. Il y a des créatures dont l'effigie et l'horreur sont nul autre pareil, dit Sinbad. Tant pis pour elle, j'ai tout fait pour qu'elle soit une femme de haut rang et une future reine comme il se doit pour nous allier avec les peuples voisins. Mais rien, elle veut rester aventurière. Je m'en fiche, dit le calife en soufflant. Sinbad sourit un instant. Je vais faire tout ce qui est possible pour lui rendre le séjour agréable. Mais dites-lui, ô Majesté, qu'elle doit m'obéir pour le bien de tous et que c'est moi, le capitaine Sinbad, à bord. C'est la loi de la mer. La moindre négligence et c'est la fin pour nous tous, dit Sinbad en saluant. Le calife quitta le navire. Le cortège royal se retira doucement. Sinbad donna l'ordre de départ. Le Saif al-Bihar commença à tracer sa route dans la mer. Le vent soufflait. Kamar Zemen regardait la ville de Basra s'éloigner. Elle était intrépide, mais heureuse.